Vous savez ce qu'on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid, et il y a peu de situations où cela est aussi vrai que dans les sports de combat. Il n'y a pas beaucoup d'outils aussi efficaces pour raconter une belle histoire qu'un récit de vengeance, et un deuxième affrontement entre deux guerriers modernes sert cet exact but. Il y a eu des centaines de revanches dans l'histoire du MMA, de la plus utile et sanglante jusqu'à l'exceptionnel combat entre Mackenzie Dern et Amanda Ribas qui va ouvrir l'année 2025 de l'UFC dans un peu moins d'une semaine. Mais en attendant ce qui promet d'être 25 très longues minutes pour nous, j'ai préféré me concentrer sur le positif, les plus grandes revanches du MMA, celles qui hérissent les poils et suspendent le temps. D'ailleurs, une belle revanche n'est pas simplement due à son histoire et à tout ce qui l'entoure, même si ça compte, c'est aussi la beauté du combat en tant que tel, son intensité, ses rebondissements et parfois même la façon avec laquelle il clôt une grande rivalité. Lorsqu'elle est bien présentée, il y a tout ce qu'il faut pour ravir les fans dans une belle revanche et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 plus grandes revanches de l'histoire du MMA. Numéro 10, Quinton Jackson contre Chuck Liddell. Le premier combat entre Rampage et Chuck est peut-être ce qui a fini de convaincre Dana White de ne plus jouer le jeu de la copromotion. En envoyant sa star Chuck Liddell au Japon, Dana et l'UFC espéraient montrer aux yeux de tous que la promotion nord-américaine avait bel et bien les meilleurs athlètes dans ses rangs. La participation du Iceman au Grand Prix du Pride en 2003 est une exception dans l'histoire du MMA, si rare d'ailleurs qu'elle semble un petit peu anachronique aujourd'hui. Et il faut dire que ça a failli payer. Après avoir massacré Alistair Overeem lors du premier round, Chuck s'est retrouvé en face du très agressif Quinton Jackson, qui était tout bonnement inarrêtable en terre nippone. Malgré un début de combat relativement compétitif, c'est bel et bien Rampage qui a émergé victorieux après que le coin de Chuck ait jeté l'éponge lorsqu'il est apparu évident que le représentant de l'UFC n'était plus en état de combattre. C'est à ce moment-là que la carrière des deux hommes diverge. Alors que Chuck retourne à l'UFC, devient champion du monde et devient surtout la première grande figure médiatique de l'histoire du MMA occidental, Rampage continue de faire son œuvre au Japon, butant à chaque fois ou presque sur le très durable Wanderlei Silva, mais construisant petit à petit une réputation immuable. Mais lorsque l'UFC rachète le Pride en 2007, les deux hommes se retrouvent à nouveau sous la même bannière. Les fans mouraient d'envie de voir une seconde rencontre entre les deux hommes, et même si la victoire de Rampage contre Marvin Eastman n'aurait vraiment pas dû lui offrir un combat de ceinture, l'UFC 71 allait être le théâtre d'un second affrontement entre Chuck et Rampage. Depuis leur premier combat, Chuck était sur une série de 7 victoires et il avait battu certains des meilleurs combattants de tous les temps. Ce n'était plus le même homme, mais Rampage non plus, et dans ce qui reste l'un des moments les plus choquants de l'histoire du MMA, Quinton a complètement éteint Chuck d'un crochet du gauche et a ouvert une toute nouvelle page de l'histoire du sport. En l'ouvrant, il a d'ailleurs refermé brutalement celle du Iceman qui n'a plus jamais été le même. La fin d'une ère qui sera suivie d'une revanche symbolique pour Quinton quelques mois plus tard lorsqu'il unifia la ceinture de l'UFC avec celle du Pride derrière laquelle il n'a cessé de courir. Numéro 9, Stipe Miocic contre Daniel Cormier. Lorsque Daniel Cormier est devenu champion des mi-lourds à l'UFC 187, c'était un grand accomplissement pour lui, mais ça n'a pas exactement eu la résonance qu'il espérait. John Jones était encore le champion légitime pour beaucoup de fans, et il semblait que DC n'était qu'un champion d'emprunt. Une situation qui allait durer encore plusieurs années, d'autant plus d'ailleurs lorsque Jones l'a battu en 2017 avant que le titre ne lui soit réattribué par la commission californienne quelques mois plus tard pour cause de dopage. Il fallait désespérément quelque chose à Daniel pour se défaire de l'ombre de Bones, et ce quelque chose, c'était le statut de double champion du monde. Daniel est devenu immortel en battant Stipe Miocic lors de l'UFC 226 et en s'emparant d'une seconde ceinture simultanément. Un exploit absolument sensationnel, encore plus pour l'époque, car Stipe commençait à être regardé comme le plus grand poids lourd de l'histoire du sport. Fort de ce succès et après une défense de ceinture un peu anecdotique contre Derrick Lewis, Daniel a remis son titre en jeu contre Miocic lors de l'UFC 241 et le moins que l'on puisse dire, c'est que le combat était fantastique. Daniel Cormier a surclassé Stipe pendant les 3 premiers rounds, s'accrochant à son titre, mais cette fois-ci, il n'est pas parvenu à mettre l'ancien champion hors d'état de nuire. Miocic s'est donc mis à faire ce que beaucoup d'adversaires de Daniel auraient vraiment dû plus faire contre lui, à savoir frapper au corps. Visiblement affecté, Cormier s'est fait mettre KO dans la 4e reprise et Stipe a récupéré une ceinture qui semblait n'appartenir qu'à lui dans la 2e moitié des années 2010. Un superbe combat qui a donné lieu à un 3e plus tard, mais pour ce que ça vaut, le meilleur des 3 était cette revanche en 2019. Numéro 8, Israel Adesanya contre Alex Pereira. Quelqu'un m'a dit un jour que d'une façon ou d'une autre, tout allait toujours dans le sens de l'UFC, et d'une certaine façon, la rivalité entre Israel Adesanya et Alex Pereira en est la démonstration parfaite. Alors que le monde entier commence à être un petit peu ennuyé par le règne du Stylebender, son ancien rival est un peu sorti de nulle part pour remettre un peu de dynamisme chez les 84 kilos. Et vu que les choses sont bien faites, il se trouve que ce rival en question est un titan du kickboxing avec une frappe absolument colossale qui était sur le point de devenir l'une des plus grosses stars de la promotion, comme quoi vous voyez, tout va toujours dans le sens de l'UFC.
l'UFC. Qu'on soit tous absolument honnêtes, la majorité des publics ne pensait pas que Pereira puisse rivaliser avec Adesanya en MMA. Ce n'est pas tant qu'Israël était un combattant extrêmement complet, mais plus qu'il semblait avoir trouvé un rythme de croisière infaillible qui lui servait à enchaîner les challengers les uns après les autres. Qu'il ne fut donc pas surprenant qu'après avoir dominé la majorité des premiers rounds du combat, Adesanya se fasse complètement démolir par une combinaison brutale du Brésilien, perdant la ceinture qu'il avait défendue 5 fois et relançant une division sous assistance respiratoire. Le second combat allait être colossal. Comment est-ce qu'Adesanya allait revenir? Était-il destiné à sombrer éternellement sous les coups de l'homme qu'il avait déjà battu 2 fois en pied-point? Y a-t-il une réponse à la puissance dévastatrice du Powhatan? L'attente était interminable et lors de l'UFC 287, on a eu droit à toutes les réponses englobées dans un moment légendaire. Israël Adesanya a contré Pereira à la fin du second round alors qu'il était acculé contre la cage et il a complètement éteint le Brésilien. Un moment suspendu dans le temps qui pourrait d'ailleurs bien être le dernier grand fait d'armes de la carrière d'Izzy. Numéro 7, Matthews contre Frank Trigg. Le premier combat entre Frank Trigg et Matthews n'était pas exactement mémorable. Matt était le meilleur powerlifter du monde depuis un bout de temps et Frank avait été signé spécialement pour l'affronter parce qu'il faut le dire, on commençait un petit peu à manquer d'adversaires pour le champion de l'UFC. Après s'être fait soumettre dans le premier round sans avoir pu opposer de résistant quelconque, Frank est retourné au charbon pour mériter une nouvelle chance à la ceinture et ce second combat est intervenu 1 an et demi plus tard lors de l'UFC 52. Curieusement, il a presque duré autant de temps que le premier, mais la physionomie de l'affrontement était on ne peut plus différente. En fait, il a commencé un peu pareil, mais lorsqu'il était collé contre la cage, Frank a envoyé un bon vieux genou dans les parties intimes de Matt, qui n'a pas été vu par l'arbitre qui était, vous le savez déjà en avance, ce bon vieux Mario Yamazaki. Bref, Matt s'est retrouvé dans une situation plus que complexe pendant 2 minutes, où il s'est tout simplement fait tabasser, puis presque soumettre, mais encore une fois, Mario Yamazaki n'arrête un combat que si l'un des deux combattants est visiblement décédé, donc il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Dans une véritable démonstration de puissance et de résilience, Matt a complètement inversé la situation, projetant Frank d'un bout à l'autre de la cage avant de le soumettre. Ces 4 minutes de combat font partie des plus surréalistes de l'histoire du MMA, et cet affrontement rejoint la longue panoplie de revanches et de trilogies iconiques de Matt. J'ai simplement choisi de parler de celle-là, puisque celles contre Georges Saint-Pierre et BJ Penn sont bien plus évoquées. Numéro 6, Frankie Edgar contre Gray Maynard. Frankie Edgar était un combattant très spécial, ce n'était pas juste sa palette technique ou son physique assez commun qui faisait de lui l'un des chouchous de la foule, mais bien son style de combat. The Answer est l'un des combattants les plus résilients de l'histoire du MMA, la personnification d'un guerrier, et ça n'a rarement été aussi vrai que lors de son second combat contre Gray Maynard. Les deux hommes se sont rencontrés assez tôt dans leur carrière en 2008 et Gray avait remporté une décision unanime assez anecdotique, mais 3 ans plus tard, c'est bien pour la ceinture de l'UFC que les deux rivaux allaient concourir. Fort de 2 succès contre BJ Penn, Frankie avait grandement gagné en popularité au début des années 2010 et Gray était toujours invaincu à l'aube de l'UFC 125, glanant des succès contre un jeune Nate Diaz et contre Kenny Florian. Pour les standards de l'époque, la carte de l'UFC 125 n'était pas exactement très fournie, mais tout ce qu'elle manquait en qualité marketing a été compensé par la qualité de son combat principal. Gray a massacré Frankie dans le premier round, et le mot est faible, 3 knockdowns, Frankie semblait être en lambeaux et le fait qu'il soit parvenu à entamer le second round était déjà un exploit en soi. Un 18 automatique qui frôlait d'ailleurs le 17, mais il en fallait plus pour décourager le champion. D'une manière assez incompréhensible, Frankie est revenu dans le combat, a fait jeu égal avec Gray et l'a poussé dans ses retranchements. L'affrontement s'est achevé par un match nul inespéré pour Frankie au vu de la façon avec laquelle il avait démarré, et si vous cherchez des sensations fortes, je vous encourage à regarder ce combat et la trilogie en entier d'ailleurs pour ce que ça vaut. Ça vous aidera sûrement à comprendre comment Frankie Edgar a capturé le cœur des fans de l'époque. Numéro 5, Dustin Poirier contre Max Holloway. Comme pour le combat précédent, Dustin Poirier et Max Holloway se sont affrontés pour la première fois au balbutiement de leur carrière respective. C'était d'ailleurs le tout premier combat de Max à l'UFC, il avait 21 ans d'ailleurs, au cas où vous avez besoin de réfléchir un peu sur où vous en êtes personnellement dans votre vie. On était un peu loin d'imaginer la trajectoire qu'allaient prendre les deux hommes, surtout Max d'ailleurs, qui allait mettre quelques temps avant de devenir le combattant que l'on connaît aujourd'hui. Tout cela nous amène en 2019, plus de 7 ans après leur première rencontre. Blessed est alors champion des poids plumes et Dustin Poirier est solidement installé dans le top de la division des poids légers. Surtout, ils ont tous les deux bâti la réputation d'être des combattants extrêmement divertissants, au style ravageur et à la boxe prodigieuse. Autant dire que lorsque les deux hommes ont été programmés pour une ceinture intérimaire à 70 kg, tout le monde était plutôt chaud avec le concept. Et même si parfois les attentes sont dures à égaler, cette fois-ci, il faut le dire, c'était parfait. L'un des meilleurs combats de tous les temps, une guerre acharnée et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce combat. La série de 13 victoires consécutives d'Holloway est tombée face à un os. Poirier lui a fait mal dans des proportions qu'on n'imaginait pas possibles pour l'Hawaïen et il a remporté une décision logique et la ceinture intérimaire qu'il chassait depuis quelques temps. Si vous voulez que quelqu'un tombe amoureux du MMA, montre-lui ce combat et le co-main event de la soirée entre Israël Adesanya et Kelvin Gastelum et normalement vous avez un nouveau compagnon de soirée à vie.
Numéro 4, José Aldo contre Chad Mendes. Un peu dans l'ombre d'autres combats de José Aldo, ces affrontements contre Chad Mendes sont iconiques pour bien des raisons. La première rencontre entre les deux hommes est intervenue lors de l'UFC 142 pour le retour du roi Aldo sur sa terre natale pour la première fois depuis qu'il avait quitté la sienne régionale. Vous vous souvenez sûrement moins du combat que du moment légendaire où José est allé célébrer avec ses fans. Vous savez, à l'époque où le Brésil en avait encore quelque chose à faire de ses légendes. Amis lusophones, je n'ai toujours pas oublié l'UFC 283. Le Brésil est alors devenu une destination relativement courante et c'est lors d'un nouveau voyage à Rio pour l'UFC 179 que les deux hommes se sont de nouveau affrontés. Si le premier combat n'avait été qu'une formalité pour Aldo, le second allait tester José comme il l'a rarement été jusque-là. Le meilleur combat de l'année 2014 pour beaucoup, dont moi d'ailleurs. José a bien failli finir Chad une nouvelle fois dans le premier round, mais c'était sans compter sur la résilience de l'ancien lutteur universitaire. Il a transformé l'affrontement en guerre brutale et même si Aldo en a émergé victorieux, le Brésil entier a poussé un sacré soulagement parce que Mendes a mis son roi en difficulté plusieurs fois. Un superbe combat qui a malheureusement été oublié par beaucoup l'année suivante lorsque Conor a fini les deux hommes dans la même année calendaire, mais qui vaut quand même le coup d'être regardé sans modération. Numéro 3, Eddie Alvarez contre Michael Chandler. C'est vraiment dommage qu'Eddie Alvarez et Michael Chandler ne se soient pas croisés à l'UFC parce que ça aurait pu permettre de faire une trilogie dantesque entre deux des combattants les plus divertissants de l'histoire du MMA. Et Eddie avait signé avec le One Championship lorsque Chandler est arrivé dans la plus grosse promotion mondiale et on est passé à côté de quelque chose d'assez sensationnel. Mais pour ce que ça vaut, les deux combats entre les deux hommes au Bellator nous suffisent amplement. Pour poser rapidement le contexte de leur première rencontre, Eddie Alvarez était le champion du Bellator et il était vastement perçu comme l'un des meilleurs combattants de la planète hors UFC. Chandler était relativement frais dans sa carrière, mais il était invaincu et surtout il venait de remporter le tournoi du Bellator d'une façon assez spectaculaire et les deux hommes se sont affrontés pour le titre lors du Bellator 58. Je ne veux pas user d'hyperbole à outrance sur cette chaîne, mais si l'on vous dit que ce combat était le meilleur de l'histoire hors de l'UFC à l'époque, vous avez le droit de le croire aveuglément. Michael Chandler a soumis Eddie Alvarez dans le 4e round et la seule chose à laquelle tout le monde pensait ce soir-là était une éventuelle revanche entre les deux hommes. Et on l'a eu 2 ans plus tard, et vous savez quoi, le deuxième combat est peut-être encore meilleur que le premier. Imaginez simplement Eddie Alvarez et Michael Chandler se tabassant pendant 25 minutes, faisant fi de toute notion de douleur ou de cardio, dans un mélange de barbarie et un peu d'approximation technique faut le dire, le tout dans une mare de sang. Bref, ce combat sort de l'esprit d'un fou furieux, Eddie Alvarez l'a remporté et son surnom de King de l'Underground n'a jamais semblé aussi mérité que ce jour-là. Numéro 2, Robbie Lawler contre Rory MacDonald. La revanche entre Robbie Lawler et Rory MacDonald est intervenue à un moment où il semblait que Lawler ne soit capable de produire que des très grands combats. L'histoire de la carrière de Ruthless mériterait son propre récit, mais au milieu des années 2010, Lawler ne nous a pondu que des combats classiques, de sa guerre exceptionnelle contre Johnny Hendricks à son incroyable affrontement avec Carlos Condit lors de l'UFC 195. Mais au milieu de ces deux millésimes se trouve peut-être le plus grand combat de tous les temps, son second affrontement avec Rory MacDonald. Les deux hommes se sont affrontés une première fois en 2013 lors du fameux UFC 167, vous savez celui où GSP aurait dû perdre son titre, mais il y avait un autre combat de poids welter ce soir-là et Robbie Lawler a remporté une décision un peu passé inaperçu à l'époque, qui allait lui ouvrir néanmoins un premier combat de ceinture. Quelques années plus tard, alors qu'il est déjà champion, c'est en challenger que MacDonald se pointe une nouvelle fois devant lui, le reste appartenant bien sûr à l'histoire, une boucherie sans nom qui s'est achevée par une victoire de Lawler dans le 5e round et a très justement pris sa place dans le Hall of Fame en 2023. Robbie Lawler contre Rory MacDonald est un combat d'anthologie, il est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube, rendez-vous service et allez le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Numéro 1, Nate Diaz contre Conor McGregor. La revanche de toutes les revanches, le second combat entre Nate Diaz et Conor McGregor était l'un des combats les plus attendus de tous les temps et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Et évidemment, il est intervenu après l'incroyable victoire de Nate contre Conor lors de l'UFC 196 qui a provoqué un véritable séisme dans le monde du MMA. Alors qu'on croyait Conor un petit peu immortel, il s'est fait surprendre par un combattant que beaucoup avaient mis de côté et en le faisant, Nate est devenu une star globale en une nuit. Évidemment, la revanche était extrêmement attendu et le record de pay-per-view vendu par la promotion a été pulvérisé, atteignant 1,6 million d'acheteurs, le deuxième plus gros total de l'histoire du MMA. Surtout, le combat a tenu toutes ses promesses, 5 rounds extrêmement serrés et malgré les complaintes de certains fans de l'époque, je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur le fait que Conor était bien le bon vainqueur de cet affrontement. Le combat était massif, son importance dans l'histoire du MMA restera gravée à jamais et selon moi, il a aussi permis à Conor de développer un peu plus son personnage. Je ne dis pas que perdre était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, mais beaucoup ne pensaient pas qu'il pourrait battre Nate dans la revanche, simplement basé sur le fait que Conor est un poids plume naturel. Mais non seulement Conor voulait la revanche, mais il a insisté pour qu'elle ait lieu en poids welter, lui permettant de prouver son point. Une revanche qu'il a arrachée dans le sang quelques mois avant de faire l'impensable au Madison Square Garden. Voilà pour la première vidéo de l'année, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, plein de réussite,
plein de bonheur. En tout cas, ça a été une belle année 2024 pour la chaîne. On espère que ce sera encore mieux en 2025. Et nous, on se reparle bientôt. Salut les gars, salut tout le monde.